On allait, voici la paix monnaie. Après le chien, la venue au prochain. C'est pour le travail, pour pays à Caquet. Vaccine monnaie, on allait, c'est pour le relais. C'est pour le travail, pour pays à Caquet. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être fidèles à Radio Apalchi Kambout. Notre émission hebdomadaire, Nous capons la main, va commencer. Alors, nous sommes à la 8e édition et vous savez que chaque fois, nous prenons un thème d'actualité qui nous permet de porter des éléments de connaissance, d'échanger sur ces questions fondamentales. Et chaque fois, nous invitons des personnes ressources qui peuvent nous éclairer. Aujourd'hui, nous avons choisi un thème qui est brûlant puisqu'il s'agit de l'arrivée de la guerre à nos portes et l'urgente nécessité que nous nous préparions à toutes les éventualités. Mais ce thème-là, nous ne pouvons pas le prendre théoriquement simplement, puisque quand nous disons qu'elle est à nos portes, elle est effectivement tout près de nous, à Cuba, puisque c'est une île de l'archipel des Antilles, au Venezuela, puisque nous avons une limite maritime commune avec le Venezuela, et que nos marins pêcheurs ne peuvent pas aller dans des zones où ils avaient l'habitude de pêcher parce que Trump bombarde des marins pêcheurs au mépris de tout droit international. Donc, elle est vraiment à nos portes. Alors, il nous faudrait essayer de comprendre pourquoi cette guerre-là vient chez nous, à nos portes. Le CNCP a eu l'occasion de faire une conférence de presse pour développer sur tous ces aspects que vous allez retrouver sur la chaîne YouTube du CNCP J-Kambout, et pour plus de détails. Aujourd'hui, nous allons surtout nous arrêter sur la situation à Cuba, puisque c'est la possibilité pour nous de faire une analyse globale, de voir des expériences qui ont été faites et comment il faut nous y préparer. Alors, chaque fois, vous avez vu que nous invitons des personnes ressources qui connaissent le problème. Et je veux parler d'abord de Max Louis-Thérèse, qui est président de l'Association de solidarité Martinique-Cuba, qui, bon, on va y revenir, mais qui, depuis très, très, très longtemps, anime des opérations de solidarité, de soutien mutuel. Et puis nous avons aussi à nos côtés Daniel Riam, et qui fait partie de ce collectif qui s'est organisé pour défendre la cause de Cuba récemment, avec plusieurs organisations, vous allez nous donner des détails tout à l'heure, mais surtout qui est un amoureux de Cuba, qui fréquente Cuba et qui peut nous donner le concret. Alors, on a toujours un petit problème de micro qui tombe, il faudra resserrer ça, on va demander aux techniciens de venir serrer ça pour nous. Merci. Alors, bienvenue sur Radio Apalchi Kambout. Est-ce que tu peux rapidement te présenter? Alors, bonjour aux auditeurs. C'est ouvert? Oui, c'est ouvert. Oui, bonjour aux auditeurs et aux auditrices de Radio Apalchi Kambout. Ben, moi, très content de venir dans le studio là ici. Hein. Et pour qui ça, alors, moi, c'est Max Louis-Thérèse, président de l'association Martinique-Cuba. Effectivement, qu'on ça va dans une situation dans laquelle Cuba y est jeudi jour. Il est tout à fait normal que Martinique présent debout et Métécoy en solidarité, en soutien total, et puis d'autres organisations pour nous ouvrir Cuba toujours devant. Donc voilà. Daniel, qui ça qui fait que vous êtes tellement passionné pour soutenir Cuba? Ben, depuis mon 18 ans, je suis intéressé à Cuba. Il y a mal qui dépassait les discours de Fidel Castro, les deux déclarations au peuple cubain. La Historia absolvera. Non, ça c'est le procès. C'était avant du moins. C'était avant. Les déclarations de La Havane, c'est là il prend le pouvoir en 59, début 59. Il fait une première déclaration et après d'avoir les Américains tenté un débarquement à la baie des Cochons, Fidel Castro fait une deuxième déclaration et qui déclarait officiellement orientation socialiste de la révolution cubaine.
Moi, toujours suivre la situation Cuba, ça a toujours intéressé moi. Moi, c'est en hispanophone. Moi, licencié en espagnol. Et, moi, fait un paquet de bagages depuis Cuba. Moi, fait coopération avec Cuba dans le monde hospitalier. Moi, toujours là, quelle que soit la situation, moi, je aller. C'est-à-dire, moi, j'étais là, Fidel Castro mort. Moi, j'étais Cuba après l'ouragan Mathieu. Je vais suivre l'évolution paysanne et ma solidarité. Alors, avant de nous parler concrètement de la situation, je vais quand même poser une question. Qu'est-ce qui fait que, depuis 70 ans, les États-Unis ont aussi acharné, ils ont détruit Cuba et Trump là qui dit actuellement on va prendre le pouvoir. Pour quelle raison politique vous pensez que Cuba c'est un symbole et que vous continuez comme ça? Non, enfin, pour les auditeurs savent, il faut savoir que si Cuba a triomphé en 59, c'est parce que toutes les pays qui ont président 59 étaient un véritable bordel à Cuba. Bon, c'était les Américains qui étaient qu'à gouverner, et quand on savait, et puis un dictateur, Fulgencio Batista. Donc, les Fidel Castro triomphaient pour un petit pays comme Cuba, comme on va dire, les Américains et les États-Unis 90 fois superficie Cuba. Cuba, c'est 110 000 km² et les États-Unis, c'est 9 millions en montant, 9 millions de km². Donc, et en population, c'est à peu près même bagaille là, enfin, en millions de fois Cuba. Donc, ça m'a dit, c'est que le camarade Daniel, justement, finit expliquer les autres qu'au triomphe de la Révolution, Cuba prend une orientation politique et fait que les deux déclarations qu'on y a fait de la Havane, le caractère social, il a affirmé, il a confirmé, c'est la Révolution, c'est voie à la nourriture sur le socialisme. D'accord? Donc, les Américains, bien sûr, ça a été en travers du Gogio. Et pour qui ça? Bon, parce que c'est un gouvernement impérialiste, comme d'autres savent. C'est un gouvernement aussi qui est toujours préparé pour faire toute qualité contre-révolution aussi en Amérique latine, comme d'autres savent. Enfin, qui arrive après, qui a fait la fameuse comment ça s'appelle, doctrine de Monroe. Donc, mon cas passant les ça, et Daniel qui est développé plus sur les sujets là. Mais, mon cas penser que ça qui plairait pour les Américains, c'est qu'un petit pays qui est à moins de 200 km de la de grand États-Unis, un petit pays comme ça qui a résisté à l'impérialisme américain, et ça a duré depuis 67 l'année. Donc voilà, voilà en gros pour qu'ils sachent que les Américains nissent en travers du Gogio. Donc voilà. Alors avant de nous continuer, je l'ai dit, c'est pas mal là qu'à suivre, que nous avons fait l'essentiel de l'émission en français parce que Radio a parlé en vocation internationaliste et que nous avons l'autre pays qui a suivi nous à l'internet qui est francophone et nous les fait à part nous. Mais ceci dit, nous aimons la langue, il faut que nous baillions de temps en temps. Donc je répète pour nos amis qui suivent l'émission sur Internet un peu partout dans le monde, nous les en remercions, que nous allons continuer donc l'émission en français pour la plupart du temps. Je voulais poser cette question. Oui. Non, mais chaque fois, au début de l'émission, je fais le rappel et puis cette fois, ça m'a échappé. Donc on va continuer en français. L'apport que nous faisons, c'est faire le peuple martiniquais connaître, mais faire savoir à l'international que les Martiniquais soutiennent Cuba également pour aller devant. Alors, on a montré que finalement, Cuba, c'est un os dans la gorge de l'impérialisme, il faut détruire. Et la résistance est dure, mais elle est là. Toi qui connais vraiment, qui y va assez souvent, quel est l'état de la situation actuelle de Cuba? Alors, on peut aussi commencer par rappeler les conquêtes de la révolution cubaine, si tu veux bien, pour dire pourquoi les États-Unis sont tellement féroces. Mais surtout, on aurait aimé savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Cuba. Oui, alors effectivement, la révolution cubaine a triomphé en 1959 et a tout de suite... Désolé, on règle un chemin là. Je me demande si tu as pas intérêt. Oui, non, je vais le tenir, il n'y a pas de problème,
Alors, je dis, la révolution cubaine a triomphé en 1959 et a tout de suite mis en œuvre. Je te propose de prendre le micro. C'est autre micro là. A tout de suite mis en œuvre un programme extrêmement audacieux et qui tranchait avec beaucoup d'événements qui s'étaient passés dans l'hémisphère américain, à savoir la réforme agraire, la nationalisation des principales entreprises, notamment sucrières, puisque Cuba était marqué par une agriculture de comptoir entretenue par les Américains, et où ils étaient d'ailleurs les principaux investisseurs. Et ça a été un déclic important dans la réaction des Américains. Je souligne quand même qu'au moment des nationalisations qui ont eu lieu à la suite de l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro et de ses troupes, comme conformément au droit international, un système de compensation a été mis en œuvre, c'est-à-dire indemnisation des propriétés expropriées. C'est conforme, c'est-à-dire qu'un État, au titre du droit international, a le droit de nationaliser des avoirs étrangers. Mais il a également le devoir de négocier avec eux une indemnisation. Et effectivement, cette indemnisation a été négociée avec un certain nombre de pays, la France, l'Espagne, l'Allemagne, etc. Les indemnisations ont été négociées, acceptées, et il n'y a eu aucun problème. Un seul pays a refusé les indemnisations, c'était les États-Unis d'Amérique qui, ont situé le problème au départ sous l'angle de la conflictualité avec Cuba. Et ceci n'est pas étonnant parce que l'histoire même de la constitution des États-Unis d'Amérique, c'est une histoire de conquête. Conquête d'abord des terres qui appartenaient aux populations précolombiennes, qui depuis des siècles habitaient ces territoires, ils vivaient heureux et parcourant la prairie et chassant le bison, avec leur culture, leurs croyances, etc. Ils ont été massacrés, je ne dirais pas jusqu'au dernier, puisqu'il y a certains qui ont été mis en réserve après, mais en tout cas, on leur a volé ce pays. Et par la suite, les États-Unis d'Amérique ont continué leur conquête. On pense simplement à la guerre avec le Mexique qui a débouché sur l'annexion de la moitié du Mexique. Et toute la partie sud-ouest des États-Unis appartenait au Mexique. Si cette annexion n'avait pas été réalisée, les États-Unis seraient à peu près la moitié de ce qu'ils sont à l'heure actuelle. Donc c'est considérable. Alors donc, ce qui veut dire que dans cette vision conquérante, l'île de Cuba, qui se trouve à 160 km au sud de la Floride, a toujours apparu aux dirigeants américains, états-uniens, comme un territoire qui naturellement devait tomber dans l'escarcelle. La fameuse doctrine Monroe. Voilà. Et d'ailleurs, effectivement, en 1923, le président des États-Unis de l'époque, James Monroe, énonce la doctrine qui porte son nom et qui est synthétisée dans la phrase « l'Amérique aux Américains ». Et quand on entend l'Amérique aux Américains, ce qu'il faut comprendre, c'est l'Amérique aux États-Unis. Voilà. Puisqu'il s'agit d'interdire la présence des puissances européennes, d'une part, donc favoriser les mouvements souverainistes, comment dirais-je, en Amérique latine, mais il s'agit également de définir un espace de domination des États-Unis qui se considère comme l'État le plus puissant et pour pouvoir s'assurer une espèce d'hégémonie sur l'ensemble de l'hémisphère américain. Alors, en fin d'émission, je vais revenir sur cette affaire de possession et pour dire que nous sommes concernés par l'aventure américaine, mais je veux revenir rapidement en ajoutant sur la situation à Cuba dominée par la dictature pro-américaine. Je pense à l'affaire Epstein d'aujourd'hui. Cuba, on appelait le lupanar des Caraïbes, parce qu'il y avait une prostitution contrôlée par la mafia états-unienne directement, et c'est là que tous les grands capitalistes allaient exercer leur barbarie, les viols, etc., comme aujourd'hui l'affaire Epstein. Donc,
Ça, c'est le départ de la révolution où on change cela, on fait une réforme agraire, on développe le socialisme, et il s'agit pour les États-Unis de ne pas montrer que c'est possible de faire autrement. Donc, en fait, c'est ça. Alors, non seulement donc, des mesures économiques qui sont fondamentales pour affirmer la souveraineté et prévoir un peu le développement du pays, mais également des réformes sociales fondamentales comme la réforme agraire, comme l'alphabétisation massive du peuple cubain, où il y avait une majorité d'illettrés dans le pays, comme l'instauration d'un système sanitaire de très haut niveau, et comme le développement de la culture, le développement du sport. Enfin, donc un programme extrêmement important qui a, au fil des années, forgé à Cuba une réalité nouvelle où les gens, ont bénéficié d'un certain nombre d'apports tout à fait décisifs. Et ceci, malgré l'embargo. Alors, je me tourne vers Max. Qu'est-ce que Cuba a apporté au monde dans la Caraïbe en matière de qualité de vie humaine, de changement sociétal? Non, je pense que Cuba a démontré pour le monde sa capacité d'être une petite nation, mais une petite nation mais qui a quand même toute une fierté, toute une dignité, en démontrant que même si en face de ses côtes, il existe un grand pays impérialiste qui s'appelle les États-Unis, a pu quand même démontrer qu'il pouvait mettre en face de son territoire, de façon souveraine, un système politique qui était propre, qui était le socialisme. Mais avec ça, il y a un truc qui est fondamental, c'est qu'au triomphe de la révolution cubaine, les Cubains ont toujours dit que si vous voulez, ça a été toute une lutte qu'a mené depuis en 53 tous les guerrilleros, comme on dit, le mouvement du 26 juillet, et ils ont voulu maintenir vivant cette nouvelle société que Cuba a créée. Et pour cela, Cuba a mis en place tout un système dans les années après, le triomphe de la révolution en 59, tout un ensemble de plans pour permettre à la population cubaine d'avoir un meilleur vécu de ce qu'ils avaient connu avant le triomphe de la Révolution. Puisque avant le triomphe de la Révolution, vous avez dit, bon, c'était le bordel, le Cuba, c'était le bordel pour les Américains. Bon, disons, à moins d'une demi-heure, vous pouvez prendre un avion, venir faire du bordel. Le grand hôtel national que vous connaissez, c'était aussi l'hôtel national qui se trouve à La Havane, c'était un repère de la mafia. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, Fidel Castro, avec tous ses compagnons de lutte, a assaini tout ça et donné une société beaucoup plus saine, beaucoup plus, comme s'appelle-t-il, digne pour un peuple. Donc voilà, donc pour moi, Cuba, au-delà aussi que Cuba aussi a démontré aussi que pour un petit pays, malgré toutes les contraintes qu'ils avaient, a pu et démontrer au monde que ce petit pays, avec toutes les difficultés qu'ils étaient confrontés, a pu mettre beaucoup de choses en place, comme Daniel vient de le préciser. La santé, il y a deux choses que Fidel Castro a toujours dit, deux secteurs que la révolution cubaine doit préserver, c'est la santé et l'éducation. Et je pense que ce sont des domaines que Cuba excelle. Bon, Daniel l'a dit, Daniel donne de la santé, après il va peut-être s'expliquer sur le lamentaire, c'est ce que nous avons fait, mais Cuba aussi est doté de grandes institutions de recherche qui n'ont rien à envier à des pays du monde. Hein. Donc, et l'éducation, avant le triomphe de la Révolution, il y avait très peu d'universités et Cuba, au fur et à mesure, a développé dans les différentes provinces de Cuba de nouvelles universités. Donc voilà, bon, ce sont un petit des aspects de Cuba et des valeurs. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples, quelques chiffres qui montrent les réalisations de la Révolution cubaine? Globalement, Cuba, pays du Sud, global, comme on dit, présente des indicateurs sanitaires qui sont tout à fait comparables à ceux des grands pays développés.
Et en plus, avec un taux de couverture médicale qui outrepasse tous les pays du monde. Pourquoi? Parce que Fidel Castro, qui est un humaniste dans l'âme, avait conçu dès le début de la révolution cubaine le projet que Cuba se devait de développer une médecine, non pas seulement pour le peuple cubain, mais une médecine qui puisse apporter, disons, la guérison, la santé à pratiquement tous les peuples qui le nécessitaient, et notamment dans le Sud. Il faut savoir que les missions médicales cubaines ont rendu à l'humanité des services incomparables qui sont d'ailleurs reconnus par l'Organisation des Nations Unies, par l'Organisation mondiale de la santé, par l'UNESCO. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens, des partisans qui disent cela. Et je vais citer quelques chiffres puisque tu me l'as demandé. Entre 1959 et 2020, c'est-à-dire ça fait 60 ans, il y a eu un total, parce que les Cubains, ils sont comme ça. Je les ai connus comme ça, j'ai découvert ça lorsque j'ai fait de la coopération avec eux. Ils comptabilisent tout ce qu'ils font, parce que les choses ne doivent pas rester dans l'ombre. Il y a eu 600 000 missions médicales dans 158 pays. Je rappelle qu'il y a 193 pays à l'ONU. Dans 158 pays, avec la participation globale de 326 000 professionnels de santé pendant 60 ans. Bien. Ça représente 2 milliards de consultations pendant toute cette période. Ça représente 4,3 millions d'accouchements. Ça représente 12 millions de vaccinations de femmes enceintes et d'enfants. Il y a des programmes notoires, comme par exemple le programme Barrio Adentro, ça veut dire au cœur des quartiers, qui a mobilisé 38 000 coopérants dans plusieurs secteurs de la vie sociale au Venezuela, apportant santé et éducation dans les ranchitos, dans les quartiers populaires et dans les campagnes au Venezuela. De la même façon, le projet qui a été mis en place avec Dilma Rousseff au Brésil, Mais Médicos, a permis d'introduire 11 429 médecins au Brésil, dans les favelas, dans les quartiers du Nord-Est, qui sont les zones les plus pauvres, où la population n'avait même pas l'idée de ce qu'était une prise en charge médicale, parce qu'ils n'avaient jamais vu un médecin de leur vie. L'opération Milagro, déclenchée dans toute l'Amérique latine et même ailleurs dans le monde, a permis, grâce à des opérations de cataracte réalisées par des ophtalmologues cubains dans 35 pays, de rendre la vue à 4 millions d'êtres humains. Je pense que ce sont des chiffres qui parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'effectivement, Max disait tout à l'heure, Cuba est un petit pays, mais Cuba est un pays immense par ses réalisations, dont d'ailleurs en Martinique, nous avons pu également bénéficier, puisque l'hôpital du Lamentin, effectivement, a eu l'occasion de recevoir plusieurs médecins, notamment des médecins anesthésistes réanimateurs cubains, à une époque où on n'en trouvait nulle part, qui ont endormi des milliers de Martiniquais pour des interventions chirurgicales. Et par ailleurs, pendant la crise du Covid, tout le monde se rappelle qu'une brigade cubaine est venue en Martinique et a aidé à la prise en charge et à structurer la prise en charge des malades du Covid. Alors, quand tu dis ça, je pense à ces nombreux Martiniquais qui vont se soigner du vitiligo à Cuba, que ce médicament-là, ce traitement-là existe et qu'on n'y a pas accès. D'ailleurs, certaines autres découvertes en matière de lutte contre les effets du diabète qui évitent l'amputation. Et alors, Max, pourquoi des thérapies, comment dirais-je? Oui, des thérapies, des processus de soins qui sauvent des milliers de vies humaines sont interdites d'arriver à l'extérieur. Et pourquoi Trump décide de punir les pays qui acceptent l'aide médicale de Cuba ou d'envoyer leurs étudiants se former pour travailler dans leur pays? Comment un tel crime intellectuel est-il possible? Déjà, il y a une première chose. Je me rappelle, tu as fait allusion au traitement du vitiligo.
Je me rappelle à l'époque, ça doit être plus d'une trentaine d'années, 25 ans facilement, avec le docteur Pastel, que vous connaissez, nous avons voulu faire entrer le vitiligo ici. Mais bien sûr, comme il n'y avait pas, si vous voulez, le médicament, et n'ont pas eu l'agrément qui permettait. Donc, alors ce qui se passait, c'est que des Martiniquais allaient au contraire se faire soigner à Cuba pour le vitiligo. Mais il y a aussi ce que tu disais précédemment, le médicament qui s'appelle pour le traitement des pieds diabétiques avant l'Héberbrot, un médicament l'Héberbrot qui permet ça. Ce médicament a une grande efficacité, mais malheureusement, toujours pour des raisons tout à fait autres que vous devez supposer aussi, comme c'est Cuba, n'a pas encore eu sa présence ici en Martinique. Mais par contre, ce médicament se trouve dans des centaines de pays en dehors de Cuba. Vous voyez, en Amérique latine, en Afrique, souvent les pays en voie de développement ou des pays émergents, ces médicaments se trouvent. Mais la raison est très simple, hein, c'est pourquoi? Parce qu'on ne veut pas les pays, surtout ceux qui sont, disons, les impérialistes, des groupes de ce qu'on appelle même les G7, ceux qui contrôlent tout ça, ne veulent pas, si vous voulez, comme on a dit, je veux dire un terme crié, Cuba en pâle. Donc, mais Cuba, de ce point de vue de la santé, a quand même une notoriété. Alors, il y a un point aussi que je voulais ajouter aussi, qu'il faut préciser, et c'est ce qu'a soit toujours défendu, que la médecine à Cuba, elle est gratuite, c'est-à-dire, on peut être médecin, aussi bien un simple médecin généraliste comme le plus grand chirurgien, sans avoir dépensé un centime. Bon, c'est ça la révolution cubaine aussi qu'il faut l'entendre. L'éducation, c'est pareil aussi. On entre à l'école, on fait des études. On peut être un professeur, après devenir un ingénieur, un astronaute, tout ce que vous voulez, et sans avoir dépensé un centime. C'est ça la fierté d'un peuple pour Cuba. Ça, il faut l'entendre aussi. Et on ne peut pas non plus empêcher un peuple de décider la façon de concevoir sa société. Et c'est ça que les Américains n'acceptent pas, puisque aux États-Unis, en ce moment, même Trump n'arrive pas à mettre de l'ordre dans son pays, alors qu'il veut mettre de l'ordre dans le pays de Cuba. Vous comprenez, il y a une certaine contradiction. Tu mets de l'ordre d'abord chez toi, et puis tu laisses les gens tranquilles. Oui, la comparaison est importante parce que les gens qui voient les États-Unis, la première puissance, la majeure partie des gens ne peut pas se soigner, sinon pas une assurance payée très chère. Je me rappelle cet incident qui avait été fait, le buzz. Quelqu'un brûlé au 4e degré, qui est passé devant 5 hôpitaux, on n'a pas accepté de le soigner parce qu'il n'avait pas d'assistance. Et finalement, il a atterri trop tard dans un établissement public délaissé. Donc, malgré tout ça, malgré ces conquêtes qui montrent que le système est supérieur, il y a des gens qui continuent à dire le socialisme. Bon, bref, je ne me fâche pas. Il y a des gens qui dénigrent Cuba et qui approuvent le fait que les États-Unis agressent Cuba. Je viens sur cette deuxième question que je t'avais posée. Là, aujourd'hui, où le fascisme états-unien est vraiment agressif, les conséquences sont très dures pour Cuba. Est-ce que tu as eu des contacts encore hier, je crois, au téléphone. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Cuba? Comment vit et résiste la population? Oui, très bien. Juste avant, une petite parenthèse pour compléter le propos de Max, c'est-à-dire que pendant l'épidémie de Covid qui a fait trembler le monde, Cuba a été le seul pays du Sud global à inventer son propre vaccin contre le Covid, à vacciner sa population, il y avait 4 vaccins en tout, à vacciner sa population et à sortir de l'épidémie. Et bien évidemment, le Big Pharma dont tu parlais tout à l'heure a tout fait pour que ce produit ne puisse pas être commercialisé parce que ça, il y avait des milliards et des milliards et des milliards de dollars en jeu. Bien, alors effectivement, Cuba, c'est pas une nouveauté pour Cuba de rencontrer des difficultés économiques, puisque depuis pratiquement 65 ans, un blocus économique lui est imposé. Et depuis qu'il a été mis en œuvre, tous les présidents américains, je dis bien tous les présidents américains, ont mis un point d'honneur
a rajouté une mesure nouvelle permettant d'accentuer l'étranglement du peuple cubain. Un peuple qui a osé dire non à la domination sans partage des USA sur l'hémisphère américain. Cependant, Donald Trump surpasse en horreur tous ses prédécesseurs. Il a interdit par un ordre exécutif du 29 janvier 2026 l'importation de la moindre goutte de pétrole à Cuba, menaçant tout État exportateur de représailles douanières. Alors, Cuba consomme quotidiennement 100 000 barils de pétrole pour faire tourner son économie et son système social et ne produit, en l'extrayant de son propre sol, que 40 000 barils de pétrole. Donc, Cuba est obligé de recourir à des importations pour pouvoir compléter ses besoins. Le Venezuela a été, depuis 1998, le principal exportateur de pétrole à Cuba. C'était depuis l'arrivée d'Hugo Chavez à la présidence, où il a été régulièrement élu. Et ce pays a subi, le 3 janvier 2026, une agression de violence inouïe qui a débouché sur la capture et la séquestration du président en exercice Nicolás Maduro. Depuis cette date, les États-Unis contrôlent les exportations pétrolières du Venezuela et les livraisons à Cuba ont été stoppées net. Le Mexique était devenu le deuxième exportateur à Cuba et même le premier en 2025, compte tenu de la baisse de la production au Venezuela liée au blocus américain. Le Mexique a également arrêté depuis le 9 janvier 2026 ses exportations vers Cuba, par crainte des représailles annoncées. L'économie mexicaine est étroitement complémentaire de l'économie états-unienne, puisque 80% des exportations mexicaines vont aux États-Unis. Donc, ils sont quand même très sensibles au problème des lois de douane. Donc, depuis début janvier, Cuba vit exclusivement sur sa production nationale et sur ses réserves stratégiques. Et c'est ce que, en tout cas, moi, j'ai dit, ce n'est pas un génocide par tapis de bombes comme à Gaza, mais c'est un génocide par asphyxie pétrolière. Parce qu'effectivement, même si Cuba a fait des efforts, avec notamment l'aide de la Chine, pour faire évoluer son mix énergétique, avec notamment le solaire, jusqu'à présent, l'essentiel des centrales électriques, les 8 centrales électriques du pays, tournent avec du combustible. Donc ça veut dire que les couveaux s'éteignent dans les services pédiatriques, laissant des nourrissons condamnés à une mort certaine. Les opérations chirurgicales ou les accouchements se terminent parfois sous la lumière des téléphones portables des soignants ou des infirmiers. Les transports urgents, non urgents sont entravés ou à l'arrêt. La nourriture, faute de refroidissement, pourrit dans les réfrigérateurs domestiques. L'économie et les services tournent au ralenti. Le tourisme est complètement contraint. Les liaisons aériennes sont suspendues et certains hôtels ferment